Actuellement, on rejoue au football dans 4 des 5 grands championnats. Et pour se remettre dans le coup, pour se remettre à la page, je vous propose d'analyser le retour du jeu en 7 questions. Hey, j'espère que vous allez bien, j'espère que votre équipe préférée va bien. Qu'est-ce que je suis content de pouvoir retrouver cette intro qui était la mienne depuis le début de la chaîne, mais qui, forçait de le constater, faisait plus beaucoup de sens lorsqu'on ne jouait plus au football. Et l'autre jour, j'ai pensé au fait que pour une immense majorité d'entre vous, j'étais pas au courant de quelle était votre équipe préférée. Je vous propose alors de noter directement en commentaire quelle est l'équipe que vous supportez, comme ça on pourra avoir un aperçu de quelles sont les équipes les plus populaires dans cette communauté. Le football est retour et je me suis aperçu aussi que j'étais plus très au fait de quels étaient les enjeux, j'étais plus très au courant de ce qui allait se dérouler sous nos yeux. Du coup, au travers de cette question, je vous propose une rapide révision pour préparer au mieux votre retour définitif au football. Première question, premier enjeu, qui va remporter le titre en Liga? La course au titre en Espagne, c'est la course la plus passionnante qu'on ait pu voir depuis des années, notamment parce que tant le Real que le Barça s'évertue à perdre des points à peu près à tout va. Regardez, sur les 45 points possibles que le Barça aurait pu remporter à l'extérieur cette saison, il n'en a remporté que 22, même pas la moitié. Et cette course au titre, elle est conditionnée par la qualité du jeu des deux équipes. Pour le Barça, il n'y a pas 36 000 solutions. Si vous êtes le Barça et en plus si vous avez Quique Setién sur votre banc, vous avez une seule façon de jouer. Et le problème, c'est que le Barça a de la peine à développer une animation cohérente avec les idées de son entraîneur et les idées que représente un peu ce club. Au Barça, on a à peu près une seule voie à explorer et si on n'arrive pas à prospérer dans cette voie, la vie en dehors de celle-ci est absolument inexistante. Côté Real Madrid, avec l'effectif qu'il y a un océan de possibilités qui s'ouvre pour Zidane. Et autant au Barça, on sait à peu près ce qu'on veut faire, autant au Real Madrid, on ne sait pas trop ce que Zidane veut faire. Il y a tellement d'options possibles, il y a tellement d'animations possibles, que chaque match, on se dit qu'est-ce que Zidane va nous préparer cette fois. L'enjeu pour les deux équipes, c'est de trouver une animation qui est fiable, qui leur permet journée après journée de savoir ce qu'ils veulent faire et de savoir que cette animation va permettre de leur rapporter des points. Je suis convaincu que l'équipe qui va aller au bout cette saison, les gars, c'est l'équipe qui va trouver l'animation la plus cohérente, mais ça, c'est rendu encore plus difficile par le fait qu'il y a très peu de jours pour s'entraîner. Si vous avez des matchs tous les 3 jours et que le premier jour, vous devez faire que vos joueurs récupèrent, le dernier jour, vous ne pouvez pas leur imposer de grosses charges de travail, vous avez que quelques minutes, que quelques dizaines de minutes pour travailler des animations cohérentes et ça, c'est extrêmement compliqué. Deuxième question, combien de temps vont mettre les gardiens en Espagne, en Angleterre et en Italie à récupérer leur vrai niveau? Parce qu'à la différence des gardiens de Bundesliga qui ont subi une pause relativement courte, les gardiens dans les 3 championnats que j'ai cités, ils ont dû ranger les gants pendant 1 mois et demi, 2 mois. Et autant les joueurs de champ commettent des erreurs, mais c'est des erreurs qui n'ont pas de grosses conséquences généralement et qui peuvent passer inaperçus, autant les gardiens, eux, dès qu'ils font une erreur, ils concèdent un but ou un demi-but, on va dire. Et on dit toujours que le poste de gardien, c'est le poste où l'enchaînement des matchs est le plus décisif. Ça permet aux gardiens de se mettre en confiance d'un côté et d'un autre côté de développer des automatismes qui sont cruciaux. On est en train de voir en Espagne, tant en première division qu'en deuxième division, tant chez les grands que chez les petits, que tous les gardiens commettent des erreurs et parfois elles sont criantes. Et ces erreurs, elles vont coûter des points aux équipes cette saison. Et la question, c'est de savoir combien de temps les gardiens vont mettre pour récupérer leur vrai niveau et à quel point ça va coûter des points à leurs équipes respectives. Ter Stegen et Oblak, parce qu'Oblak a super bien repris aussi, c'est un peu les exceptions. Ce sera intéressant à la fin de la saison de regarder les statistiques avancées des gardiens et de voir si cette pause dû au coronavirus aura eu un impact négatif significatif sur leur performance. Il y a des gardiens qui sont très bons cette saison, on le voit grâce aux stats avancées. En Angleterre, on parle de Guaita, Dubravka, Anderson. En Italie, de Chesney, Strakosha, Sirigu. Et en Espagne, d'Aitor Fernandez, d'Unai Simon et de David Soria. Et bon, on pourra voir si à la fin de la saison, ce sera toujours eux qui seront en tête dans les statistiques avancées de leurs championnats respectifs. On a parlé de la course au titre en Espagne, il faut également parler de la course au titre en Italie entre la Lazio et la Juve. Alors la Juve, elle est un peu dans le même cas que le Barça, je trouve. Elle a un entraîneur dont on sait quelles sont les intentions. On sait les intentions de Sarri. Idéalement, on sait ce que Sarri a envie de mettre en place. Mais sur le terrain,
On a de la peine, et même beaucoup de peine, à voir ses intentions se matérialiser. La Juve, ça fait depuis le début de la saison qu'elle est vraiment mi-figue, mi-raisin, qu'il y a un décalage criant entre les idées de Sarri et le rendu. On l'a encore vu en Supercoupe d'Italie, c'était pas glorieux, c'était pas plaisant à voir. Et de l'autre côté, la Lazio, la question c'est de savoir si durant la saison elle a surperformé, si après cette pause elle peut retrouver son niveau d'antan. Alors ce qui peut un peu jouer en faveur des Laziale, c'est le fait que ça fait plusieurs années que Simone Inzaghi est à la tête de cet effectif, que les idées d'Inzaghi elles sont bien assimilées par les joueurs et qu'à la différence du Juve de Sarri, eh ben, on sait pertinemment et tout le monde sait ce que la Lazio est capable de faire et ce qu'elle veut faire. Il faut quand même mentionner que ces dernières années, la Juve elle a gagné plusieurs Scudetti un peu par inertie. Voilà, c'était pas une équipe grandiose, mais elle était quand même meilleure que les autres. Est-ce que ça se revérifiera cette saison? Est-ce que même une bonne Lazio ne sera pas capable de chipper le titre à la Grande Juve? Quatrième question, va-t-il y avoir des clubs historiques qui vont passer à la trappe? Je pense ici par exemple à l'Espagnol. L'Espagnol, c'est 120 ans d'histoire, c'est le 5e club d'Espagne avec le plus de longévité. C'est impossible d'imaginer la Liga pour moi sans l'Espagnol parce que c'est aussi le deuxième club acteur de la rivalité de Barcelone avec le Barça. Pour la petite histoire, le Barça ça a toujours été un club très international depuis ses débuts. L'Espagnol, comme le dit son nom, c'est un club qui a toujours fait la part belle aux joueurs nationaux. C'est souvent le club de Liga qui a le plus de joueurs espagnols dans son effectif. C'est aussi un club qui forme extrêmement bien, l'un des clubs qui accorde le plus sa chance aux jeunes joueurs, aux joueurs issus de son centre de formation. Il y a encore 5 joueurs présents cette saison dans l'effectif de l'Espagnol qui sont issus de la formation. Bref, c'est impossible pour moi d'imaginer la Liga sans l'Espagnol. Et c'est vrai que depuis le début de la reprise, ça va un peu mieux pour eux. Ils ont fait venir De Thomas cet hiver, ils ont fait venir Adrián Mbarba, des joueurs qui sont vraiment capables d'apporter des points. Mais il faut dire que la saison de l'Espagnol jusque-là, elle était cataclysmique. Ils sortaient de leur meilleure saison depuis très longtemps, ils allaient disputer l'Europa League, mais ils ont perdu leur meilleur buteur, Borja Iglesias, ils ont perdu leur entraîneur Rumi, tous deux partis au Betis. Ensuite, on a eu 3 entraîneurs qui se sont succédés sur son banc, le dernier Abelardo, et Abelardo c'est le pompier de service et c'est peut-être l'homme idéal pour réussir cette opération maintien, cette opération reconquête. Autre équipe historique sous la menace d'une relégation, cette fois en Allemagne, le Werder. Le Werder c'est l'un des membres fondateurs de la Bundesliga, ils ont été relégués une seule fois, 1981, mais le reste du temps ils l'ont passé dans l'élite du football allemand. C'est une équipe aussi qui a accueilli de grands joueurs, on pense ici à Rudi Völler, Miroslav Klose ou encore Mesut Özil. Et le Werder est dans une situation très critique. Alors ils ont déjà sauvé une balle de match hier, étant donné que si le Werder perdait contre Mayence et que Düsseldorf battait Augsbourg, le Werder signait son acte de relégation. Le Werder a effectivement perdu contre Mayence, mais Düsseldorf a fait nul contre Augsbourg. Une balle de match sauvée sur une double faute de l'adversaire, mais une balle de match sauvée tout de même. Et leur seul espoir, c'est de finir 16e et de se sauver dans le play-off d'ascension-relégation contre le 3e de la 2e division allemande. Et imaginez le scénario qu'on pourrait avoir. C'est un play-off d'ascension-relégation entre le Werder, équipe historique, et Hambourg, équipe également historique. Hambourg, jusqu'à leur relégation il y a quelques années, ils n'étaient jamais descendus en 2e division. Ce serait un play-off avec des enjeux absolument colossaux. Tout se jouera pour eux à la dernière journée. Il faudra qu'ils battent Cologne à domicile et que dans le même temps, Düsseldorf perde à l'extérieur contre l'Union de Berlin. Ce sera la seule façon pour eux d'accrocher ce play-off et d'espérer, pourquoi pas, se sauver. 16e ou rien. 5e question, les entraîneurs vont-ils vraiment utiliser leurs 5 changements? Ne vont-ils pas plutôt au contraire les bouder? Parce que c'est bien sur le papier, 5 changements, ça permet de faire souffler des joueurs, ça permet d'éviter les blessures. Je crois qu'on veut tous éviter d'avoir des joueurs blessés. Mais dès qu'on transpose ça à la pratique, est-ce que ça suppose pas plus de problèmes qu'autre chose? 5 changements, ça veut dire que tu changes à peu près la moitié de ton équipe et tu désorganises complètement ton équipe. En plus, on ne peut pas faire les 5 changements à 5 moments différents, il y a 3 sessions maximum, c'est-à-dire que si tu veux faire tes 5 changements, souvent tu dois introduire 2 joueurs minimum d'un coup, une autre façon de désorganiser ton équipe. Bref, je me demande si c'est pas un peu un cadeau empoisonné. On l'a vu Zidane lors du match contre Valence utiliser que 2 changements, on a vu Quique Setién être très tardif à utiliser
ces changements. Bref, je me demande si vraiment les entraîneurs vont tirer parti de cette possibilité ou s'ils vont ranger cette possibilité au placard. 6e question, Sheffield et Wolverhampton peuvent-ils coiffer au poteau Arsenal et Tottenham dans la lutte pour les places européennes la saison prochaine? Il faut dire que c'est encore un peu flou le mode d'attribution des places européennes en Angleterre parce qu'il y a le cas de Manchester City qui est en suspens. Mais ce qu'on peut dire, c'est que ce serait assez incroyable d'avoir ni Tottenham ni Arsenal en Europe et d'avoir Sheffield et ou Wolverhampton à leur place. Alors, c'est un peu irréaliste pour les hommes d'Arteta d'espérer accrocher une place européenne. Mais il faut quand même dire qu'Arsenal, c'est Arsenal, c'est toujours bizarre de ne pas les voir en Europe. Et s'ils y arrivent, ce serait un véritable coup de boost pour les hommes d'Arteta. Concernant le Tottenham de Mourinho, alors là, ce serait un échec immense. Déjà que la Ligue des Champions s'est arrêtée de façon abrupte pour eux cette saison, imaginez si la saison prochaine, ils ne sont même pas en Europa League. Je ne sais pas si vous vous souvenez de la première conférence de Mourinho à la tête des Spurs, mais il disait « Cette saison, on ne peut pas se battre pour le titre, mais la saison prochaine, on pourra. » Et bien imaginez que la saison prochaine, ils ne sont même pas en Europe. Ce serait une véritable surprise, une immense surprise. Pour la dernière question, on reste en Angleterre. Qui finira meilleur buteur de la Première Ligue? En Italie, en Espagne, en Allemagne, la question elle est à peu près réglée. En Angleterre, on a un véritable suspense puisque Vardy est à 19 buts, Aubameyang à 17, Agüero à 16, Salah et Danny Ings à 16 également. Ce serait un véritable tremblement de terre si Danny Ings finit meilleur buteur du classement en Angleterre. Ce serait une première depuis Kevin Phillips, saison 1999-2000. Qu'un joueur d'une équipe pas du tout vouée à jouer les premiers rôles finit meilleur buteur. Le Sunderland dans lequel Kevin Phillips évoluait à l'époque avait fini 7e du championnat. Alors ce qu'on peut dire, ce qui joue un peu en faveur d'Agüero par exemple, comparé aux autres joueurs, c'est que lui il n'est pas du tout dans une situation où il surperforme. Si on regarde les expected goals, ces expected goals sont conformes à ses buts. C'est la même chose pour Mohamed Salah, un Jamie Vardy et Aubameyang, ils sont un peu en surperformance de 4 buts. La même chose pour Danny Ings. Et on sait qu'avec le temps, la courbe entre les expected goals et les goals, quel schéma catastrophique, elle tend à se stabiliser, à se rejoindre. Voilà, c'est la fin de cette vidéo qui j'espère vous aura plu. Et avant que vous preniez la poudre d'escampette, laissez-moi juste vous mentionner une chose. La semaine passée, la vidéo était un peu plus longue que d'habitude et vous avez été nombreux à me dire que vous avez apprécié, que ce n'était pas du tout un frein pour vous. Et bien si cette semaine vous avez envie de m'entendre plus longuement, je vous propose de cliquer dans le lien qui est dans la description. Parce que cette semaine, j'ai été l'invité du podcast Les 120, un podcast qui a comme objectif de classer les 120 meilleurs joueurs de la dernière décennie. Et à chaque épisode, on classe une liste de 10 joueurs. Dans la liste de l'épisode auquel j'ai participé, on a dû classer entre autres Cristiano Ronaldo, Higuaín, De Rossi, Schweinsteiger et quelques autres noms. Et j'ai eu beaucoup de plaisir à participer à ce podcast parce que j'aime beaucoup la façon dont parlent les 3 intervenants habituels. C'est les intervenants qui tiennent le podcast Vue du banc. Et c'était vraiment un bon moment que j'ai passé avec une façon de parler de football qui me correspond assez bien. Du coup, j'étais heureux, la vie est belle. Et si vous voulez contribuer à ma meilleure vie, allez écouter le podcast. Le lien est en description. Nous, en attendant, on se retrouve dans une semaine, comme d'habitude, dimanche, 10h. Allez, à toutes!